2020. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir, vous, administrateurs, coordinateurs, bénévoles, partenaires, pour ce bilan national. Non pas comme d'habitude dans un lieu prestigieux, la Bibliothèque nationale de France ou la Maison de la Poésie, mais non, tout simplement chez moi. Et vous êtes nombreux, 300, venus de 66 départements. À circonstances exceptionnelles, mise en œuvre exceptionnelle, il a fallu de l'imagination, de la créativité, de l'innovation et beaucoup de travail pour construire en 2 mois cet événement en distanciel. Merci à l'équipe, Laurent Piolato, le délégué général, Cécile Cornaglia, chargée de mission et en particulier de l'animation de cette rencontre nationale. Et je vais en profiter pour vous présenter 2 autres personnes de l'équipe qui viennent d'arriver. Donc, je parlerai d'abord de Mina Ramos. Vous l'avez vue tout à l'heure et vous allez la revoir. Mina Ramos, nous l'avons recrutée au mois de février. Bien. Comme vous le savez, elle a été confinée et en télétravail depuis le mois de mars. Bien. Donc, je pense, mais vous ne l'avez peut-être pas rencontrée physiquement, donc je voulais vous la présenter pour que vous la voyiez. Mais surtout, ce qui compte, c'est que vous la connaissez bien, surtout les coordinateurs, parce que c'est elle, par écrit, donc vous la connaissez seulement de manière littéraire, on pourrait dire, parce que c'est elle qui vous envoyait la lettre hebdomadaire « Gardons le lien ». Donc, vous l'avez reçue pendant toute la période où nous étions confinés, et maintenant, on est à nouveau déconfinés, reconfinés. Mina continue d'assurer ce travail et ce lien avec vous tous. J'aurais voulu parler aussi de Mina, qui est arrivée en février, et de Claire Mila. Comment pourrais-je faire pour que vous voyez Claire Mila? Bonjour. Comment Claire Mila pourrait faire un petit signe? Voilà. Alors Claire Mila, elle a été recrutée au mois de... Voilà, Mila, voilà, on se fait des bonjours. Claire Mila a été recrutée au mois de septembre. Alors, vous ne l'avez peut-être pas, ce n'est pas par écrit, peut-être vous l'avez rencontré déjà, mais certains d'entre vous, je le sais, l'ont rencontré, mais par Zoom, déjà en distanciel, parce que Claire Mila, elle a animé déjà beaucoup de formations. Donc, je pense que ces 2 nouvelles collaboratrices, vous les connaissez l'une par écrit, donc aujourd'hui, vous allez les connaître vraiment un peu plus, quoi, pas vraiment en présentiel, hein, mais Mina va animer la rencontre avec nous, et Claire Mila, eh bien, vous la connaissez puisque elle intervient déjà depuis 2 mois avec nous. Et je suis contente de les accueillir ces 2 collaboratrices. Je tenais à vous les présenter parce qu'en ce moment, dans les conditions difficiles que nous avons de télétravail, plus télétravail, etc., il faut énormément d'énergie pour réussir à tout ce qui est nécessaire pour que nous, l'IRFR continue à vivre. En fait, vous allez voir que le programme de ce bilan national veut faire écho aux difficultés rencontrées par tous, aux préoccupations pendant ces périodes de confinement, déconfinement, reconfinement, veut faire écho aussi aux questions fondamentales qui se sont posées. Comment garder le lien avec les administrateurs, les coordinateurs, les partenaires, les structures éducatives, les bénévoles, les enfants? Lors de tables rondes de l'après-midi, de cet après-midi, nous tenterons de fournir des réponses, mais surtout d'apporter un regard nouveau et positif sur cette période. Je vais vous souhaiter un bon bilan national, mais avant notre bon bilan national, qui sera bon, j'en suis sûre, il faut que, auparavant, cela fait déjà depuis 2016 que c'est la tradition, eh bien, nous procédons à la remise des labels. Ma commune aime l'IRFR. Alors, voilà. Donc, à toi, Mina, de nous présenter, de nous animer cette séquence sur la remise des labels. Voilà. Merci Michel, merci.
Donc effectivement, je vais vous présenter les lauréats 2020 du label Ma Commune ou Mon Interco aime lire et faire lire. Effectivement, d'habitude, on organise une rencontre en présentiel. Cette année, c'est pas possible, donc à défaut, on vous fait défiler ce petit diapo euh, que je vais commencer. Hop. Donc d'abord, félicitations et merci à toutes les communes et intercommunalités lauréates. Donc je vais juste revenir un peu sur l'histoire du label, donc, qui a été conçu en 2016 dans le cadre d'un partenariat avec l'AMF, donc l'Association des maires de France. Et ce label a deux objectifs. D'abord, la reconnaissance et l'implication d'une commune dans la promotion de la lecture et dans sa participation à lire et faire lire. Et deuxièmement, l'engagement de cette commune à faire encore plus, tant dans le recrutement des structures que des bénévoles. Donc depuis 2016, on compte déjà 105 communes labellisées, donc depuis le lancement, et tous les ans, les communes ont été de plus en plus nombreuses à s'inscrire et à se porter candidates. En 2016, pour la première année, on avait 8 communes labellisées, et en 2019, pour vous dire, on en avait 43. Donc, c'est quelque chose qui marche bien et qui se développe d'année en année. Cette année, ça a été un peu particulier en 2020, car donc 2020 a été marquée par à la fois la crise sanitaire, mais aussi par le report des élections municipales, qui s'est retrouvé au milieu du moment des inscriptions pour le label. Donc, ces deux événements ont perturbé un peu les inscriptions au label, mais on a quand même réussi à avoir 21 communes candidates cette année, ce qui est non négligeable. Et également 6 communes qui ont demandé le renouvellement de leur label. Donc, je vais commencer par la première commune labellisée, donc Artemare dans l'Ain. Donc, on part tout de suite à la montagne pour découvrir cette commune donc, de 1287 habitants, une première commune labellisée 2020. Voilà. Ensuite, on continue avec Montvitré dans l'Allier, donc en milieu plutôt rural, et c'est la première commune labellisée du département de l'Allier. On enchaîne ensuite en Ardèche avec Vernou en Vivarais et le très beau lac Oramier que vous voyez à l'écran. Et on reste en Ardèche donc avec Salavas et donc sa célèbre grotte de Chevet qui est également donc commune labellisée cette année. Ensuite, on voyage à l'autre bout de la France, donc on se retrouve dans le Calvados à Verson, qui est donc Verson, la première commune labellisée du Calvados. Ensuite, on descend un peu plus vers le sud à Angoulême en Charente. Donc Angoulême, le fait que cette ville soit labellisée, ça montre aussi la diversité des communes qui se portent candidates, puisque là, on a une grande ville de plus de 40 000 habitants. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on a également des petites communes de quelques centaines d'habitants seulement. Donc Angoulême, lauréate aussi 2020. Et on souligne également son festival de la BD. Ensuite, on reste en Charente avec la commune de La Couronne, qui est une commune de l'agglomération d'Angoulême. Et puis on reste encore en Charente avec donc Dignac, de même une commune de l'agglomération d'Angoulême, donc dans un milieu un peu plus rural quand même. Donc Illier-Combray en Eure-et-Loire, qui est la première commune d'Eure-et-Loire labellisée. Donc Illier-Combray qui a été rendu célèbre par Marcel Proust. D'ailleurs, vous voyez à l'écran, il y a donc un musée Marcel Proust à Illier-Combray. Donc ensuite, on poursuit dans le Morbihan avec la commune de Silfiac. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça montre la diversité des communes candidates puisque là, on a une toute petite commune de 475 habitants qui compte un bénévole, lire et faire lire, qui lit dans une structure. Donc ensuite, on passe dans les Hauts-de-France, dans le département du Nord, avec la commune de Vigneuil, son ancienne filature, donc une commune de 3000 habitants, qui compte pour l'instant 2 bénévoles, lire et faire lire. Ensuite, on reste dans le Nord, avec la communauté de communes Sud-Avesnois.
Donc, première communauté de communes mise à l'honneur pour le label 2020. Et ensuite, encore dans le département du Nord, avec la commune de Anor. Donc, on remarque que ce département est dynamique pour le label, puisque cette année, donc, 3 communes rejoignent le label. Et en tout, depuis 2016, c'est 7 communes qui ont été labellisées dans ce département. Et on reste dans la zone, on va chez les voisins, donc dans le Pas-de-Calais, avec la commune de Mazingarbe. Donc le département du Pas-de-Calais est également très dynamique pour le label, puisqu'on compte 7 communes labellisées depuis 2016. Alors maintenant, direction donc l'est de la France, avec Sélestat, dans le Bas-Rhin, donc une ville de 20 000 habitants quasiment, qui compte donc 15 bénévoles intervenant dans 8 structures d'accueil. Ensuite, on s'éloigne pas trop puisque on va dans la Haute-Saône avec la commune de Échenançon-Montjoie, qui est également une petite commune de 522 habitants, comptant 5 bénévoles irréférés. Et on reste dans la Haute-Saône avec la ville de Vesoul, qui est très connue sur la chanson de Jacques Brel, commune labellisée 2020. Un peu plus au sud, là, on va en Haute-Savoie avec la commune de Publier, qui est un département très fidèle au label parce que tous les ans, depuis 2016, on a une commune de Haute-Savoie qui se porte candidate et qui obtient le label. Et notamment au lancement en 2016, on avait déjà une commune de Haute-Savoie, donc Neuvecelle. Donc c'est un département qui est un peu historique pour le label. Alors là, on change complètement de décor puisque on va en Île-de-France, en Seine-et-Marne, donc avec la ville de Torcy, donc un milieu très urbanisé comparé à ce qu'on vient de voir. Et donc cette ville compte 12 bénévoles irréférés. On reste dans la même zone, mais dans le département des Hauts-de-Seine cette fois, avec une grande ville de 65 000 habitants, donc le Valois, qui rejoint le label et qui compte 43 bénévoles irréférés, donc déjà bien développés dans cette ville. Et enfin, on finit avec, toujours en Île-de-France, dans le Val-de-Marne, avec Charenton-le-Pont, qui est la première commune du Val-de-Marne à être labellisée, et on espère pas la dernière. Voilà. Maintenant, donc on va vous énumérer les renouvellements. Michel, je te redonne la parole. Merci Mina pour cette présentation de ces 21 communes qui viennent d'être labellisées. À moi la charge de, très rapidement, de vous citer les 6 communes dont j'ai le plaisir de vous dire qu'elles ont demandé, donc 2 ans après avoir été labellisées, elles demandent le renouvellement de leur label. Donc pour nous, c'est important que ces communes nous redemandent ce renouvellement, parce que ça veut dire qu'elles se réimpliquent, qu'elles se réengagent et qu'elles, à nouveau, elles veulent développer l'irréféré. Alors, je vais simplement citer, à partir du diaporama, les villes. Donc, il y avait Loos, qui est dans le nord, la première ville qui a donc eu le label et qui nous ressollicite. Ensuite, Bruay, la Buissière, qui est donc dans le Pas-de-Calais, voilà, et qui nous ressollicite aussi. Il y a la communauté de communes du Haut-Val-Espire. J'ai entendu tout à l'heure une coordonnatrice ou une bénévole qui venait de cette communauté de communes et qui s'est présentée. Eh bien oui, nous sommes ravis de pouvoir dire que nous vous renouvelons le label. Ensuite, il y a la commune d'Irigny, dans le Rhône. Nous avons aussi la communauté de communes du pays Loudunais. Voilà. Et dernière ville, grande ville, qui nous demande le renouvellement de son label, c'est donc Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Donc on ne peut être que ravis en tant que l'irréféré du partenariat qu'on a eu avec l'Association des maires de France, de ces communes qui nous demandent le label et qui sont avec nous
pour pouvoir développer localement Lire et faire lire, avoir de nouvelles structures, de nouveaux bénévoles. Je voudrais donc vous féliciter toutes ces communes qui ont fait cette démarche. Et j'aurais voulu, Mina, que maintenant tu nous présentes. Nous ne pouvions pas avoir tous les maires comme nous faisons d'habitude. Hein, rappelez-vous, sur l'estrade de l'État national de France, on recevait tous les maires. Ce n'était pas possible cette fois. Donc, nous allons avoir un témoignage. À toi, Mina, de nous présenter ce témoignage, s'il te plaît. Oui, comme tu disais, Michel, cette année, pas possible de se rencontrer. Par contre, on a la chance d'avoir reçu un petit message du maire de Salavas, donc Monsieur Luc Pichon, nous a envoyé cette petite vidéo pour partager avec nous pourquoi il a voulu se porter candidat, enfin sa commune a voulu se porter candidat au label, leur engagement dans Lire et faire lire, etc. Donc juste un petit témoignage que je vous propose de regarder. Sinon, on n'entend pas trop. On ne l'entend pas. Oui, on n'entend pas, Cécile. Oui, pardon. Il n'y a pas de son. Qui veut faire l'âne pour avoir du son? Alors, Comme vous... je pense que Mina va réussir à remettre le son, puisque hier, n'est-ce pas, Mina, quand on a fait notre répétition générale, eh bien, cela fonctionnait. Donc, on va y arriver à écouter ce témoignage de ce maire. Comme vous tous, j'aurais préféré une belle rencontre à la capitale pour une remise officielle du label Ma commune aime lire et faire lire. Mais me voilà contraint de vous adresser ce message vidéo depuis notre belle Ardèche, depuis Salavas. Au nom de l'équipe municipale que je représente aujourd'hui en tant que maire, je veux dire merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont à l'initiative de l'action J'aime lire et faire lire et qui s'investissent au quotidien pour qu'elle vive. Merci aux enseignantes et aux enseignants de Salavas qui, depuis 2009, acceptent de confier leurs élèves, facilitent l'organisation des lectures, préparent les enfants pour aborder certains sujets et restent attentifs au bon déroulement des... Merci aux bénévoles seniors qui, depuis le début, sont engagés dans les lectures au bénéfice de nos enfants. En fait, ce sont plus de 10 citoyens actifs qui se sont mobilisés sans faille pour transmettre, donner et prendre du plaisir autour des livres. Et je sais que la tâche n'est pas toujours aussi facile qu'elle pourrait le paraître. Bien plus qu'une action autour des livres, Lire et faire lire est l'occasion d'un autre regard sur l'école, d'un autre regard sur l'autre génération, d'une ouverture citoyenne et culturelle, ouverture qu'il faut plus que jamais promouvoir à Salavas comme partout en France. Si la période est difficile et qu'elle oblige à mettre entre parenthèses l'action Lire et faire lire, je suis sûr que chacun reprendra son engagement dès que les conditions sanitaires seront favorables. Aussi, chers seniors, confinez-vous avec des livres. Vous pourrez bientôt retrouver les enfants. Je sais que, comme on dit ici, ils se languissent de vous. À bientôt. Donc voilà, merci donc à la ville de Salavas et à son maire pour ce beau message. Maintenant, on va passer donc à la présentation du rapport d'activité qui va donc vous être présenté par Laurent Piolato, délégué général de Lire et faire lire. Donc, je lui laisse la parole. Oui, ben, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Laurent. Parfait. Écoutez, Oui. merci.
Merci à tous de votre présence et je suis très heureux de vous présenter ce 21e bilan national dans des conditions inhabituelles. Je vais vous présenter les slides que d'ordinaire nous projetons à l'arrière de la scène. Donc, je vais partager mon écran de manière à ce que vous puissiez voir les chiffres et les données que je vais vous fournir. Donc, ces informations proviennent des données qui sont collectées en juin 2020, transmises par les coordinations départementales. Donc, vous voyez, en 2020, le réseau national de Lire et Faire Lire, c'est 103 coordinations départementales contre 102 en 2019. Bonjour la Polynésie, avec 167 coordinateurs, dont 99 de la Ligue de l'enseignement, 55 de l'UNDAF et 13 pour les associations coordinatrices ou de soutien. Parmi tout cela, 80 coordinations disposent d'une équipe départementale. Comme vous pouvez vous en douter, nous étions assez inquiets quant au nombre de bénévoles mobilisés en 2019-2020. Nous constatons avec soulagement que nos effectifs sont restés stables puisqu'en juin, la présence de 20 558 bénévoles contre 20 652 en 2019 était déclarée par les coordinations. Ce n'est naturellement pas le chiffre que nous aurions aimé vous annoncer, mais considérant l'arrêt brutal de notre activité occasionné par le premier confinement, nous nous satisferons de son résultat. Le taux de renouvellement est resté stable à 17% contre 16% en 2019. Lire et Faire Lire fait vivre depuis 20 ans le droit à la formation tout au long de la vie. C'est une priorité pour notre association. Nous destinons les formations nationales aux bénévoles les plus aguerris afin de leur permettre de développer leur parcours de lecteur. Sur les thématiques que vous voyez ici, avec leur importance respective, 31 modules ont été réalisés en 2020, représentant 469 journées stagiaires. Le ratio pour ces formations est de 15 bénévoles par module. Pour les formations départementales, 1131 modules ont été réalisés pour 13 277 journées stagiaires. Nous notons toujours l'importance des réunions d'accueil des nouveaux bénévoles, 21%, et des réunions d'échange qui, elles, ont progressé à 26%. Ces chiffres témoignent de l'action menée notamment dans le cadre de la campagne « Ensemble pour un pays de lecteurs ». Il n'y aurait pas de Lire et Faire Lire sans les structures qui ouvrent leurs portes tout au long de l'année aux bénévoles lecteurs. Lire et Faire Lire est présent en 2020 dans 13 187 structures d'accueil contre 12 171 en 2019. Grâce à cette progression de 8,3%, les bénévoles peuvent intervenir au plus près de leur domicile. Les écoles représentent 68% de ces structures contre 74% en 2019, avec 52% d'écoles maternelles contre 50% en 2019 et 48% d'écoles élémentaires. Là aussi, nous constatons les effets de la campagne « Ensemble pour un pays de lecteurs » qui met l'accent sur la présence de Lire et Faire Lire auprès des plus jeunes. Parmi les autres structures qui représentent donc 32% de nos lots d'intervention, nous faisons désormais apparaître notre partenariat avec les centres sociaux. En 2020, ils représentent 9% de ces autres structures. Dans le cadre de notre convention avec la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, nous développons cette action notamment au sein des quartiers prioritaires. Dans les axes stratégiques 2018-2022 de Lire et Faire Lire, il y a la priorité donnée aux territoires de la politique de la ville et aux territoires ruraux. Ainsi, Lire et Faire Lire bénéficie en 2020 à 39 700 enfants des quartiers politiques de la ville contre 38 500 en 2019 et à 159 000 enfants vivant en milieu rural contre 156 000 en 2019. Traditionnellement, nous terminons la présentation de ce rapport annuel en évoquant les financements nationaux et départementaux de Lire et Faire Lire.
Pour l'Association nationale en 2019, le total des produits d'exploitation de 672 000 € est constitué de 47% de subventions, contre 45,3% en 2019, et de 35% de mécénat, identique au chiffre de 2019. Avec 5% de dons, nous progressons, nous en étions à 3,7%, mais cette ressource reste manifestement à développer. Côté financement des coordinations départementales de lire et faire lire, en 2019, 81 coordinations départementales ont déclaré 742 911 € de recettes. En 2019, 83 coordinations avaient déclaré 726 608 €. Si la part du mécénat a baissé, puisque nous sommes passés de 6 à 4%, celle des services de l'État a progressé avec 26% contre 22% précédemment. Pour compléter ce rapport d'activité, vous trouverez dans le dossier participant de cette journée le compte-rendu des différents événements que nous réalisons tout au long de l'année, tels le prix poésie des lecteurs Lire et Faire Lire, l'opération Sac de Pages et Je lis la science. Donc, je vous invite à consulter votre dossier participant que vous pouvez également retrouver à la une du site, puisqu'il est téléchargeable sur la une du site de Lire et Faire Lire. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à nous retrouver à 15h20. Vous pouvez y accéder dès 15h10 pour la prochaine visio qui est consacrée à Lire et Faire Lire en temps de confinement. Merci à vous tous.